La médecine fait des miracles maintenant, donc j'espère un gros miracle. Si vous voulez qu'on fasse des photos avec vos téléphones, vous me les passez, on va le faire. Par contre, mettez les... Alors attendez, parce que là, hop, faudrait les mettre plus par là. Oui, voilà. Ouais. Mettez-les sur la boîte même. Plus de confiance. Ouais, voilà, mettez-en un peu plus qu'on voit. Il y a besoin d'un avis médical ou pas? Par exemple, quelqu'un qui a un appareil pour la Dentelle, vie. ouais. Vous savez C'est que toujours bien. cet appareil-là, il peut du jour au lendemain passer à ça. Catherine, vous lui poserez la question au micro. Pardon. Hein? Non, tout à l'heure, J'y pense pour mon père. vous lui poserez la question de vous-même, tout à l'heure. Donc quand l'un ou l'autre veut prendre la parole sur l'autre, vous me faites un petit signe que je vous annonce, bien sûr. Parce que n'oubliez pas qu'on est en radio et non pas... Voilà. Si vous voulez bien mettre le casque quand vous parlez, ça vous montrera si vous parlez en dehors du micro ou pas. Ah, ok. Quand vous parlez pas, comme ça sert un peu, quand vous parlez pas, vous pouvez l'enlever. Vous voyez, ça sert un peu. Ouais. Ah si, moi je trouve que ça sert. Alors par contre, il faudra que vous régliez le son, parce qu'il y en a qui mettent très fort, donc il faudra régler le son. Catherine, peut-être que l'autre c'est mieux pour vous. Il tire, non? Non, ça me va, franchement. Ça va? Mettez-vous à l'aise. Voilà. Pour régler, c'est. C'est Là, il n'y a rien, de toute façon. Tout va bien. Tu ne branches pas ton truc. J'ai pas ma tête aujourd'hui. Ouais, parce que ça faisait tellement mal que ça m'a réveillée. J'ai eu un mal de chien à me rendormir. J'ai dû me rendormir du genre à 5h pour me lever à 6h. Quand on a une douleur. Bon, c'est pas grave. Je suis très dure au mal, donc tout va bien. Ouais, la relation à la douleur est vraiment très variable en fonction des personnes. Ça se travaille en fait. Ouais. Ça dépend du vécu, quoi. Non, moi j'ai toujours fait ça pour me... Je me dis toujours, bon allez, ça va aller, ça fait pas mal, c'est pas mal. Il faut se calmer. Et puis après ça diminue un petit peu, même si on a très mal. Non, et puis essayer de trouver la position où on a le moins mal. Et plus bouger du tout, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai dû mettre 1h30 à m'endormir. Je ne voulais pas aller prendre l'anti-inflammatoire. Bon allez, fini de parler de mes problèmes. Déjà là j'arrive à faire ça. Oui, C'est déjà bien. Tout à l'heure ce matin je ne pouvais même pas tenir un stylo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue au Bar de l'économie. Rejoignez-nous tout de suite en vidéo sur Facebook, page Bar de l'économie bien sûr, en plus de la FM 98.0 ou de la web radio si vous êtes à votre bureau, idfm 98.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de deux formidables inventions. Un appareil anti-renflement et le club de l'optimisme. Vers 10h, on rejoindra Pascal Boniface qui, à la rencontre de Jean-Pierre Fillu, professeur à Sciences Po, qui publie Main basse sur Israël, Netanyahou ou la fin du rêve sioniste aux éditions La Découverte. Alors, pour parler des deux inventions formidables, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Oniris et directeur général d'ailleurs, une entreprise qui lutte contre les ronflements, mais pas seulement, aussi contre l'apnée du sommeil. Ça concerne énormément de monde. Vous avez déjà plus de 10 000 patients, une société qui a 8 ans, et vous allez tout nous expliquer tout à l'heure. Et puis à vos côtés, Catherine Testa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du Club de l'Optimisme, créé en 2016. C'est donc en 2016. Vous êtes donc notre start-up du jour. Et c'est d'optimisme qu'on va parler ensemble. On saura tout dans quelques minutes parce que tout d'abord, c'est les infos du jour. Et l'info du jour primordiale, c'est l'hommage à Jacques Chirac, le président préféré des Français, décédé hier à l'âge de 86 ans. Sa santé s'était dégradée depuis son départ de l'Élysée en 2007, conséquence d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2005. Jacques Chirac a été omniprésent dans la vie publique française pendant près de 50 ans et paradoxalement, c'est à gauche que le jeune Jacques Chirac est devenu une figure pour devenir ensuite une figure emblématique de la droite.
Voilà comment il a fait ses débuts en politique. En fait, en 51, après son bac, il entame des études à l'Institut politique de Paris. Il adhère aux étudiants socialistes car il rencontre Michel Rocard, de 2 ans son aîné, et il le suit. Il s'engagera même un temps au Parti communiste. En 74, Jacques Chirac, bien sûr, avait depuis longtemps été parti du Parti communiste. Il s'engage auprès de Valéry Giscard d'Estaing pour les présidentielles et ce dernier en fera son Premier ministre en 74, mais il démissionnera 2 ans plus tard. Jacques Chirac fonde le RPR en décembre 1976 et se présente à la présidence de la République en 81, où il sera écarté au premier tour. À la tête de la principale force d'opposition en 81, donc, face au gouvernement socialiste présidé par Mitterrand, il remporte avec le RPR les législatives de 86 et c'est comme ça qu'il devient le Premier ministre. C'est la première cohabitation de l'histoire de la Ve République. Alors, à l'aide de son ministre des Finances, Édouard Balladur, Jacques Chirac applique sa réforme économique, une politique très libérale, avec la bande à Léo, comme on disait à l'époque. Et là, je parle de François Léotard, Alain Madelin, Gérard Longuet, Jacques Doufiague et Claude Maluret, où, entre autres, on se souvient qu'ils ont privatisé à l'époque 65 entreprises publiques. En 88, il échoue au second tour des présidentielles et reprend son siège de député corrézien, puis sera réélu triomphalement maire de Paris en 89. En plein contexte de percée du Front National, il n'hésitera pas à parler des difficultés, je cite, du travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, excédé par le bruit et l'odeur des voisins africains. Il avait donc son franc-parler. En 95, Jacques Chirac devient président face à Lionel Jospin. Il reconnaîtra la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant l'occupation. Et donc, c'est très important, cette reconnaissance. Élu sur la promesse de réduire la fracture sociale, Jacques Chirac met en œuvre dès l'automne des réformes. Alain Juppé, Premier ministre, veut réformer en profondeur la sécurité sociale et les retraites, mais son plan déclenche des grèves monumentales dans le privé. On se souvient, toute la fonction publique dans la rue et surtout la SNCF paralysant le pays de la mi-octobre à fin novembre, ça c'était en 95. Le 12 décembre, 2 millions de personnes défilent dans les rues. 3 jours plus tard, le gouvernement retire sa réforme des retraites. 2 ans plus tard, le président fait un coup que personne ne comprend. Il dissout l'Assemblée nationale, censée relégitimer son pouvoir. Elle aboutit au contraire à la victoire de la gauche aux législatives. Lionel Jospin fait donc son entrée à Matignon et Jacques Chirac devra alors cohabiter 5 années. Il mènera la réforme du mandat présidentiel qui passera du septennat au quinquennat. Et depuis d'ailleurs, plus aucune présidence ne se passe comme à son époque. Il lance aussi la professionnalisation de l'armée et l'abandon du service militaire. Il se fait réélire en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Mais ce qu'on retiendra, je dirais, en conclusion de Jacques Chirac, c'est le Jacques Chirac qui refusait à jamais la soumission de la France à une Europe non européenne, à une Europe mollusque, à une Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde et à une Europe du chômage importé, je cite bien sûr, dominée par les intérêts, je cite, germano-américains, où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États et où la France serait engluée comme dans un marécage. D'ailleurs, on se souvient que c'est un homme à une énergie hors norme. Quand il allait au Parlement européen, il attendait 5 heures du matin pour contredire ou lancer les réformes qu'il souhaitait mener. Et c'est comme ça qu'il faisait passer les dossiers. Nous retiendrons aussi de Jacques Chirac, celui qui avait dit non à la guerre en Irak de 2003 et qui avait soumis la Constitution européenne au référendum des Français en 2005. Alors on a 2 jeunes entrepreneurs face à moi aujourd'hui. On va leur poser la question, quelle image gardez-vous de Jacques Chirac? Parce que vous étiez trop jeune pour vous souvenir de comment il gouvernait, même si j'ai rappelé les points forts. Quelle image avez-vous, Catherine Testa? Alors, j'ai découvert des choses par votre édito. Le côté d'un homme sympathique, un papy sympathique, de fait, pour moi, mais quelqu'un qui s'opposait, quelqu'un de charismatique. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez grand aussi, dans les faits, en l'occurrence. Merci, Catherine Testa. On va poser la même question à Thibaut Vincent. Oui, moi aussi, je retiens son côté aussi bon vivant. Et je me souviens du sentiment de fierté quand il s'était opposé à la guerre en Irak. Voilà, il y avait un sentiment de fierté d'être français, dont je me souviens un peu comme la Coupe du Monde, voilà, quand on était champion du monde. C'était voilà, ce type
choses-là qui m'avaient marqué. Alors, ce qui vous a marqué aussi, tous les deux, c'est la pomme, vous m'aviez dit tout à l'heure. C'est-à-dire? Ouais, parce qu'il y avait une campagne qui était axée là-dessus, de communication en fait, et qui avait aussi marqué les esprits. Donc ça, c'est des choses qui font partie, à mon avis, de l'inconscient collectif maintenant. Merci beaucoup Thibaut Vincent. Autre info du jour, eh bien, c'est donc la demande de mise en redressement judiciaire de Thomas Cook France. Donc, il n'y a aucun problème pour tous les voyageurs. C'est à peu près 8400 personnes qui seraient donc en voyage avec Thomas Cook en France. Aucun problème jusqu'au 30 pour le rapatriement, mais je vous conseille de les contacter pour les rapatriements en France après le 1er octobre. Autre info quand même importante aujourd'hui, eh bien, c'est le débat sur la procréation médicale assistée, réforme de la filiation, anonymat du don. Ce texte en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et qui résonne au plus profond de tout un chacun, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les réformes, c'est trop long, mais par contre, je vais vous indiquer quelles sont les dispositions qui ne figurent pas, en tout cas pas encore, dans cette loi de bioéthique débattue à l'Assemblée nationale. La bataille promet d'être longue pour définir la forme finale de cette loi, car avant même l'ouverture des débats, le texte suscite déjà des critiques. 2000 amendements ont été présentés en commission, sur lesquels seuls 198 ont été acceptés. Donc voici ce qui n'y est pas, mais qui pourrait revenir au cœur des débats dans l'hémicycle. Donc la PMA post-mortem n'y est pas. Le terme de PMA, je vous rappelle que ça veut dire procréation médicale assistée. Le terme donc de PMA post-mortem désigne le fait de poursuivre un processus de procréation assistée lorsque le conjoint d'une femme prête à recevoir un embryon meurt. Cette pratique est interdite en France. Le rapporteur du texte, Jean-Louis Touraine, a défendu, lui, une série d'amendements visant à l'autoriser. La commission a voté contre à une voix près. Pourtant, dit-il, ouvrir la PMA aux femmes seules et pas aux femmes devenues veuves n'a aucun sens. Donc il va effectivement reproposer, je pense, cette mesure. Autre chose qui n'y est pas dans cette loi, c'est le consentement des enfants intersexes qui n'est pas dans ce projet de loi. Alors qu'est-ce que les personnes nées intersexes? C'est celles qui ne correspondent pas aux caractéristiques typiques du masculin ou du féminin selon la définition de l'ONU. Ces enfants sont pris en charge en fait très jeunes par des médecins et les parents bien sûr qui vont procéder à la suppression des organes du sexe auxquels ils semblent moins correspondre. Sur décision du corps médical et de la famille, l'enfant est donc entre guillemets assigné homme ou assigné femme à un âge auquel il lui est impossible d'émettre un avis éclairé. Eh bien, les amendements portés par des députés de la majorité ont été rejetés, donc ça reste en l'état. Autre chose qui n'y est pas dans le projet de loi, c'est la méthode ROPA ou la maternité partagée. La fécondation in vitro, dit ROPA, réception d'ovocytes de la partenaire, est une méthode d'assistance médicale à la procréation qui consiste à féconder l'ovocyte d'une femme, d'un couple lesbien, puis de faire porter l'enfant à l'autre femme. Eh bien, l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres n'est pas non plus dans ce texte. Donc dans les deux cas, ce n'est pas possible. Donc à la fois pour les couples lesbiens ou alors pour les personnes transgenres. Autre chose qui n'y est pas, l'élargissement du diagnostic préimplantatoire. C'est irrecevable pour le gouvernement qui craint une dérive eugéniste. Le diagnostic préimplantatoire est une technique consistant à rechercher une anomalie génétique sur un embryon avant de procéder à son implantation dans l'utérus d'une femme passée par PMA. Donc ça n'y est pas non plus. Et enfin, ce qui n'y est pas, c'est la fin de vie et le suicide assisté. Malgré des amendements déposés en commission pour joindre à la loi de bioéthique des dispositions sur la fin de vie et plus particulièrement sur l'euthanasie, la majorité LREM a fait savoir qu'elle ne dérogerait pas à la règle. La loi de bioéthique et les dispositions sur la fin de vie seront traitées séparément. Pour la ministre de la Santé, la fin de vie n'est pas une question de bioéthique puisque les façons dont on peut soulager les personnes ne relèvent pas de l'évolution des techniques, a-t-elle dit. Mais Jean-Louis Touraine va essayer de reparler de ce sujet, en tout cas sans doute l'année prochaine. Autre information du jour, alors on va peut-être demander à nos invités s'ils se sentent concernés par cette loi de bioéthique. Catherine Testa. Alors concerné, oui, j'imagine comme tout citoyen français, capable d'émettre un avis sur le sujet, non. J'ai une admiration pour ceux qui arrivent à essayer avec éthique de rédiger des lois, tant ça me semble complexe comme question.
Ben, on voit qu'ils reçoivent beaucoup de monde et qu'il y a par exemple beaucoup d'amendements. Donc c'est très complexe, effectivement. Thibaut, Vincent? Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée générale, ça semble une évolution un peu de la société, mais derrière, ça ouvre pas mal de questions. Et moi, j'ai survolé, donc je ne pourrais pas non plus poser un avis là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant et c'est des sujets qui sont vraiment intéressants, importants à traiter. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. Autre info du jour, Paris, le futur Nasdaq européen, c'est l'objectif, point d'interrogation. Il y a quelques jours, je vous informais du déblocage de 5 milliards d'euros pour les startups promis par Emmanuel Macron, notre président. Pourquoi? D'après France Invest, il n'a pas été financé en 2018 que seulement 2 tickets supérieurs à 30 millions d'euros. Il a été investi un montant compris entre 15 et 30 millions d'euros dans seulement 9 entreprises, soit un montant total de 271 millions, a souligné le rapport Tibi. Alors du coup, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron souhaite débloquer ces 5 milliards. Alors comment seront-ils gérés? Eh bien, c'est BPI France, la filiale spécialisée de la Caisse des dépôts, qui est amenée à poursuivre son action avec les gestionnaires d'actifs français pour 2 milliards, et notamment avec les assureurs qui disposent de filiales dédiées pour gérer les fonds collectés par les produits d'assurance vie. Les 3 autres milliards d'euros seront confiés à des gestionnaires d'actifs privés afin d'investir leur participation dans des startups permettant aux fondateurs ou aux managers de financer des opérations de ce qu'on appelle le leverage buy-out, c'est-à-dire un rachat avec effet de levier. Et pour cela, les fonds doivent au moins gérer 1 milliard d'euros, assure le rapport Tibi. La création d'un cadre propice à l'actionnariat des valeurs technologiques pourrait alors permettre à la Bourse de Paris de devenir un Nasdaq européen. Et pour collecter les 2 milliards d'euros promis par Emmanuel Macron, l'exécutif mise sur des fonds d'investissement qui auraient été soigneusement identifiés par Bercy, comme par exemple Partech, Ardian, Idinvest, Alven ou Iris. Cependant, ils sont encore trop modestes à l'échelle mondiale pour rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Ils ne gèrent que, entre guillemets, entre 200 et 400 millions d'euros. Mais tout de même, l'objectif de la France est d'avoir au moins 25 licornes françaises en 2025. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui êtes 2 jeunes entrepreneurs? Catherine Testa? Encore du boulot pour arriver aux 25 licornes, faut être clair. Le souci quand on est entrepreneur aussi, c'est qu'il faut quand même être assez gros pour aller chercher des financements. Faut être très calé en matière de business plan et connaître le vocabulaire à adresser aux investisseurs en l'occurrence. Et c'est vrai que quand on est petit et qu'on n'a pas forcément envie de grandir trop vite, parce que grandir trop vite c'est parfois aussi risqué en fait, de se planter, de ne pas avoir la capacité à gérer des équipes, etc. etc. Et de fait c'est un peu complexe d'aller chercher de l'argent avec les bons formats quand on est encore trop petit. Donc ça, je m'interroge sur comment est-ce qu'ils vont essayer de favoriser finalement l'entrepreneuriat dans sa globalité et seulement pas forcément la course à aller chercher de l'investissement. Merci Catherine Testa. Thibaut Vincent, vous, votre entreprise a 8 ans. Oui, tout à fait. Financièrement, ça vous semble... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Catherine Testa? Ça vous semble compliqué de chercher de l'argent? Oui, je suis assez d'accord. Nous, on a la chance d'avoir des actionnaires parce qu'on a un réseau de médecins, patients, etc., qui ont cru en nous. Mais on est sur essentiellement des personnes privées et les investissements plus institutionnels sont compliqués. C'est vrai que là, on parle de 5 milliards d'euros. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même être beaucoup fléché sur tout ce qui est French Tech, numérique, etc., qui fait beaucoup rêver, et puis à raison. Mais d'un autre côté, il y a toute une économie aussi, qui est peut-être d'ailleurs même plus créatrice d'emplois. Plus industrielle. Voilà, exactement. Qui rentre pas qui est pas forcément. Vous vous sentez pas concerné? On parle trop. Alors nous, on est concerné parce que effectivement, plus on a de fonds, plus on se développe rapidement. Et pour le coup, nous, on aimerait bien se développer encore plus rapidement parce que ça nous permet de prendre des parts de marché, etc., etc. Et on a une longueur d'avance, donc. On va en parler tout à l'heure. L'innovation, voilà, il faut aller vite après pour la transformer. Donc on est concerné par cette problématique de financement. Après, je pense que non, on ne va pas être concerné par les mesures qui viennent d'être annoncées, je pense pas. Je pense que vous pourriez. Par contre, il faut savoir qu'il y a des budgets et au ministère de l'Industrie. Enfin, les budgets sont un peu répartis. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de vous retrouver. Mais si vous écoutez le bar de l'économie régulièrement, je donne des pistes. Merci à tous les deux pour vos commentaires. Allez, autre info importante, et ce sera ma dernière info du jour.
c'est dans le domaine médical, c'est l'Epidiolex, ce médicament contenant du cannabidiol, le CBD comme on dit, destiné aux épilepsies infantiles graves, vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, l'AMM, dans les 28 États membres de l'Union européenne. J'allais dire enfin, il constitue le premier médicament à base de CBD destiné aux enfants, commercialisé en Europe et fait partie des rares autorisés à contenir du cannabis. Les Chinois l'utilisaient déjà il y a 2500 ans et les Américains l'utilisent aussi, tout comme d'autres pays en Europe, dans de nombreux cas autres que l'épilepsie. D'ailleurs, certains patients français atteints de douleurs chroniques comme la polyarthrite, la sclérose en plaques, etc. utilisent déjà le cannabis pour moins souffrir, mais se fournissent à l'étranger, en Suisse notamment. Ils se trouvent donc hors la loi vis-à-vis de l'État français, donc c'est une bonne chose pour tous ces gens-là. Ils pourront accéder à ces médicaments dans un cadre légal d'ici la fin de l'année, donc ça arrive très vite. Il reste encore à définir les dosages prescrits, ainsi que la forme sous laquelle ils seront administrés, inhalation, spray ou granules homéopathiques, et puis aussi de prendre en compte les effets indésirables que proposer cette substance, car comme tout antidouleur, une dépendance peut s'installer, tout comme des effets sur le foie et l'estomac, donc il faut être prudent. En tout cas, on sait que ça pourrait être entre 300 000 et 1 million de personnes qui pourraient se voir administrer ce cannabis, entre guillemets, dans des pathologies très douloureuses, comme je le disais tout à l'heure en vous parlant de ce médicament. Qui provoque, dans des maladies qui provoquent des douleurs atroces, ainsi que de fortes céphalées. C'est donc une véritable avancée dans le domaine médical et sociétal, et de prendre en compte notamment la prise en compte de la douleur. Est-ce que vous souhaitez réagir peut-être, Thibaut Vincent ? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que je pense qu'il y a une méconnaissance ou un a priori par rapport au cannabis qui peut faire peur et qui a peut-être bloqué un petit peu les choses. Le CBD, je crois que ça n'a rien à voir. On parle de pathologies qui sont vraiment invalidantes, pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'alternative thérapeutique. Et donc c'est vraiment une avancée. Et voilà, je pense qu'il faut espérer que ça continue et qu'il y ait d'autres indications qui soient trouvées ou validées. Merci beaucoup. Catherine Testa, qu'est-ce que vous en pensez de cette prise en compte de la douleur ? Alors l'enjeu est toujours l'encadrement. Comme tout, on vous en parlait, c'est les dérives. Donc, bien communiquer sur les effets secondaires, comme on le disait, pour bien responsabiliser celui qui le prend, tout simplement. Et c'est vraiment, c'est tout, comme en santé publique, c'est souvent l'enjeu. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on fasse tout de suite notre première pause musicale. Comme d'habitude, une pépite. Ça sera Ibrahim Malouf parce qu'il ne passe pas ton morceau. D'accord, pas de souci. Ibrahim Malouf, j'adore. Il n'entend pas, il y a mon casque. Il a son casque. Ouais, Malheureusement, je ne mets pas trop fort à cause de Facebook. D'accord. Parce que sinon, il me coupe les vidéos quand il y a de la musique Ok. à cause des droits d'auteur. Ah, Donc, il détecte. il détecte. Ouais. Et après, je suis obligée d'écrire en disant mais non, c'est pour la radio, on paye les droits. Ouais, c'est ok. Oui, j'ai pensé à vous cette nuit. Parce qu'il y a dans le domaine du médical, il y a. Ils sont à Paris. Il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos. Pour se tenir droit, ils ont développé une espèce de t-shirt qu'on met. Ça nous oblige à revenir en arrière. C'est super leur truc. Ça s'appelle. Je sais pas, moi je suis grand en plus. Alors, quand on est grand, c'est vrai qu'on est amené à regarder un peu les gens debout. Et du coup, on prie. Ouais, c'est vrai que. Même moi qui suis cambrée, j'ai tendance à marcher en avant. Ça m'obligerait à repenser, à me redresser. J'essaie d'y penser, mais après on oublie. Ouais. Puis après, il y a la position aussi. Comment s'appelle cet extrait ? C'est Una Rosa Blanca. Mm. C'est son dernier, je crois. C'est le dernier album. Ça. Ouais, tu as pris dans mon dossier Non, musique non. de septembre ? Non. Ah non. C'est ce qu'on vient de rentrer dans oui. la base. Et puis j'ai vu, alors du coup je vais peut-être pas le prendre, j'ai vu qu'il a rentré le dernier Sia aussi. Sia. Ouais, le dernier Sia. J'ai pas vu. Je l'ai entendu ce matin.
Après, j'ai Lorraine des Gleuves. D'accord. Et Love Fuck. C'est à toi ça aussi. Qui? Love Le- Fuck. Ouais, bon, enfin, ça je dirais pas le titre, il se débrouille. pour trouver. Qu'est-ce donc? C'est toi qui as dit ça, qui fait C'est le la titre. ça. C'est le titre, ouais. Ah, c'est le titre. Tu veux reprendre Allez, pas on y va. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. C'était un extrait d'un des derniers morceaux d'Ibrahim Malouf, Una Rosa Blanco. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut Vincent, cofondateur d'Oniris, et de Catherine Testa, fondatrice de Club de l'Optimisme. On va passer la parole tout de suite à Thibaut Vincent. Alors, expliquez-nous un peu comment a été fondée cette entreprise. On ne peut plus dire que c'est une start-up vu que vous existez depuis 8 ans. Comment est venue l'idée de ce produit, de cette innovation formidable, un anti-ronflement et anti-apnée? On va parler du produit après. D'accord. Oui, le terme c'est une orthèse. Une orthèse, voilà. Alors à l'origine, c'est venu d'un besoin thérapeutique qui n'était pas couvert. À la fin des années 90, dans le cas d'apnée du sommeil, les patients avaient une seule alternative, qui est le masque de ventilation. En général, ça on connaît, c'est un peu comme un masque d'aviateur. Un truc horrible avec Voilà. lequel il faut dormir, c'est pas ça? très sexy, non, c'est sûr. C'est un masque, voilà, exactement, qui envoie l'air sous pression. C'est très efficace, mais c'est vrai que c'est difficile à tolérer. Et du coup, c'est réservé aux cas sévères, qui font beaucoup d'apnée. En dehors de ça, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et au fin des années 90, il y a des premières études cliniques qui ont montré que des orthèses pouvaient représenter une alternative efficace. Et ça venait des premières études aux États-Unis. Et donc en France, les spécialistes ont commencé à s'y intéresser. La technologie n'était pas encore complètement mature. Et notre père, chirurgien dentiste, occlusodontiste, travaillant à l'hôpital Saint-Antoine, collaborait beaucoup avec des ORL et des pneumologues qui étaient impliqués sur cette pathologie-là. Et c'est comme ça qu'il a été amené à développer, à améliorer les dispositifs existants et du coup à arriver à un produit quelque part mature parce qu'on a montré avec des études cliniques que ça pouvait être vraiment efficace. Et donc à l'origine, c'est notre père et le savoir-faire clinique qui a permis le De développer ces la orthèses. société, voilà. Et après, ayant un marché quand même important, parce qu'il y avait énormément de patients en demande, un produit abouti, la création de la société est arrivée un peu comme une évidence. Donc du coup, vous avez créé une société familiale. Exactement, avec donc mon père, comme je le disais, pour tout ce qui est expertise clinique, mon frère qui lui a fait plus des études de droit et de commerce, et moi qui suis bio-ingénieur et donc qui est plus sur aussi la technique et voilà tout ce qui est études cliniques. Alors on dit qu'en France, il y aurait 19 millions de personnes qui ronflent. Et combien de personnes font de l'apnée du sommeil? Peut-être 3 millions en plus même? C'est ça. Alors, il y a différentes estimations. Les plus récentes vont bien au-delà. On parle de presque un homme sur deux après 40 ans qui ferait de l'apnée du sommeil de manière assez fréquente. Mais bon, pour le ronflement fréquent, c'est-à-dire la majorité de la semaine, c'est au moins 4 ou 5 000 par semaine. C'est les chiffres que vous avez dit, c'est à peu près 20 millions de personnes. Et l'apnée du sommeil, on va dire une fourchette entre 4 et 6 millions de personnes. Alors 1 million seulement qui est traité aujourd'hui. Avant de décrire le produit, parce qu'on va le décrire bien sûr, cette orthèse anti-ronflement, anti-apnée, qu'est-ce que ça engendre, les gens qui ronflent, qu'est-ce que ça engendre comme souci de santé? Alors le ronflement en tant que tel, pour le ronfleur, n'engendre pas forcément de risque sur la santé. Par contre, c'est le cas pour le conjoint. Parce qu'il y a clairement une baisse de qualité de sommeil et ça se ressent sur la qualité de vie et ça peut générer l'hypertension et différentes pathologies. Donc c'est pas anecdotique pour le conjoint. Donc c'est déjà à prendre au sérieux. Et après, le ronflement, c'est quelque part le premier stade de l'apnée du sommeil. Donc un patient qui ronfle a peut-être derrière des apnées du sommeil sans s'en rendre compte. Parce que c'est quelque chose qui est assez discret. On se rend pas compte qu'on fait des apnées pendant le sommeil. On n'est pas fatigué le matin en se levant, rien? Alors, si, il y a des patients qui le sont, mais la fatigue, ça peut avoir plein d'autres causes. Et l'apnée du sommeil, c'est pas la première qui vient.
C'est pour ça qu'en France, je crois que le diagnostic en moyenne est posé presque 15 ans après l'apparition de la maladie. Donc ça laisse largement le temps à un certain nombre de conséquences de s'installer. Et là, les conséquences de l'apnée, par contre, sont autrement plus sérieuses. On va parler d'accidents cardiovasculaires, donc des AVC, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension. 80% des cas d'hypertension qu'on n'arrive pas à traiter avec des médicaments, c'est parce qu'elles sont liées à l'apnée du sommeil. On a des risques de diabète qui sont largement accrus, de cancer également. Et puis après, il y a toutes les conséquences liées par exemple à la fatigue. On sait qu'il y a 7 fois plus d'accidents de la route lorsqu'on fait de l'apnée parce qu'on est plus fatigué. On parle souvent de la somnolence au volant, mais derrière, c'est possible que ça soit lié à l'apnée. Et puis voilà, après il y a des problèmes de concentration, d'impuissance aussi pour les hommes par exemple, etc. Donc il y a beaucoup de répercussions à la fois sur la santé et sur la vie quotidienne. Quand on a tous ces symptômes, il faut peut-être se poser des questions sur son sommeil finalement. Et exactement, exactement. Et souvent c'est le conjoint qui alerte, mais un peu trop tard. Il y a un vrai sujet de dépistage. D'abord, et il n'y a peut-être pas assez d'implication ou de prise de conscience de tous les professionnels, parce que ça concerne tous les secteurs, enfin les diabétologues par exemple, tous les secteurs devraient faire du dépistage plus systématique, et derrière aussi plus de diagnostic, parce que les capacités de diagnostic ne sont pas suffisantes. Bien sûr, et donc vous développez ce produit depuis 2011, et c'est cette année, là c'est la victoire finalement, vous obtenez de la Haute Autorité de Santé la validation de ces premiers produits. Alors expliquez-nous comment s'appelle-t-il et on va peut-être décrire les produits. En fait, le développement de notre dispositif, en fait, on a une gamme d'orthèses. On a commencé, je le disais, avec mon père, voilà, au début des années 2000, avec des orthèses qui sont fabriquées sur mesure. Je ne sais pas si on les voit là, mais... pour ceux qui nous voient via Facebook, voilà. Effectivement, ils peuvent les voir. Pour les autres, on va essayer de décrire. En fait, c'est en... Voilà. Ouais. Dites-nous en quoi c'est fabriqué. Alors, c'est des gouttières en matériaux plastiques. Voilà, c'est des gouttières un peu comme si quand le dentiste prend notre empreinte. Exactement, c'est ça. C'est un peu comme une gouttière contre le grincement de dents, le bruxisme. Il y a deux gouttières. Il y a une gouttière qui va sur les dents du haut, une gouttière qui va sur les dents du bas. Voilà, et les deux gouttières sont reliées entre elles. Tout à fait. Pour maintenir la mâchoire du bas légèrement avancée pendant le sommeil. Ce qui évite à la langue de basculer en arrière et de venir bloquer le passage de l'air. Parce que quand on ronfle, c'est que la langue bloque derrière. Exactement. Dans 95% des cas, c'est la langue qui vient perturber le passage de l'air dans la gorge. Et l'air perturbé entraîne des vibrations qui créent le ronflement. Et l'apnée, c'est la langue qui empêche complètement le passage de l'air. Et en maintenant la mâchoire inférieure légèrement avancée, de quelques millimètres, en fonction de la personne, chacun va avoir son avancée propre, on arrive à obtenir quelque chose d'efficace. Jusqu'à maintenant, seules les orthèses fabriquées sur mesure avaient des études cliniques, et la nôtre a fait l'objet d'une validation par la HAS dès 2010. Donc la communauté médicale reconnaît l'efficacité et le confort de ces dispositifs. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. La problématique, c'est que ces orthèses sur mesure, elles coûtent cher. Je vous disais, c'est 450 € le dispositif, auquel s'ajoutent les honoraires du chirurgien dentiste qui va la mettre en place. Donc on est sur 700-800 € de frais. Il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas dépenser ces sommes-là, en tout cas sans avoir pu tester l'efficacité. Et donc on ne s'adressait pas à tous les patients. Voilà. Là, ce qu'on a réussi à développer, c'est qu'on a transféré le savoir-faire. Donc là, c'est la nouveauté 2019. Voilà, donc, en fait, vous obtenez donc l'homologation par déjà la Haute Autorité de Santé cette année. Ouais. Et du coup, ça vous permet de développer une autre orthèse, enfin d'autres gouttières, en fait, toujours anti-ronflement, anti-apnée, bien sûr. Voilà, qui ont la même efficacité, qui ont les mêmes niveaux de tolérance de confort, mais qui sont sur une fabrication de série. Et en fait, elles sont aussi sur mesure, mais elles sont plus fabriquées sur mesure, elles sont adaptées sur mesure. Alors adaptées soit par le patient chez lui à domicile, soit par un professionnel type dentiste. Et l'avantage, c'est qu'on réduit les coûts drastiquement, puisqu'on est à 69 € au lieu de 459. On réduit les délais aussi d'accès aux soins, parce qu'on parlait de patients qui ont des conséquences. Voilà, c'est important de pouvoir les traiter rapidement. Et voilà, donc on est moins cher, on est plus simple, plus rapide, et on traite aussi bien. Et jusqu'à maintenant, ce type d'orthèse dite industrielle ne fonctionnait pas. Il y avait une idée, mais ça avait mauvaise presse. Et nous, pour la première fois, on a montré qu'on arrivait à faire aussi bien
qu'avec du sur-mesure. Et ça, il n'y a pas d'équivalent ni en France, ni à l'étranger. C'est la première fois qu'on a obtenu des résultats aussi bons. Aussi probant. Et donc tout ça pour 69 €. On revient tout de suite, on va redécrire ce produit juste après une seconde pause musicale, si vous voulez bien, Thibaut Vincent. Bien sûr. A tout de suite, on va écouter Lorraine Daigle. Ça va, c'est assez clair. Oui, c'est clair. Exactement. Ouais. Ça va? Non. Excellent. Ça coûte combien les appareils avant? Les masques. Ouais. Ouais, les masques, en fait, si vous les achetez, c'est entre 800 et 1000 € le masque. Après, il y a des consommables qui s'usent. Et puis surtout, vous le supportez. Bah oui. supporter. Moi, Si je- vous avez je un pourrais pas, remboursement par la Mm. sécurité sociale, parce que ceux qui font beaucoup d'apnée ont un remboursement, ça coûte à la sécurité sociale 800 € par an. Voilà. Donc c'est une branche aujourd'hui à 1 milliard d'euros de remboursement, qui augmente plus ou moins. Vous pourriez nous le dire, ça, tout ça. Ça faisait partie des choses sur l'actualité, parce que moi je voyais on parle d'économie, là, de déficit de la sécurité sociale, et dans la sécurité sociale il y a l'assurance maladie, et il y a des axes aussi d'économie, mais voilà, c'est sûr que nos dispositifs clairement génèrent des économies par rapport aux entrées sur mesure, mais aussi Ça par va. rapport Vous ne voulez pas venir vous asseoir là, et s'il y a un avion qui passe, vous fermez. Et vous avez Vous l'arrêtez. des lobbies en fait? Je l'arrête. Bien sûr, on a des lobbies qui sont extrêmement puissants, extrêmement bien installés, C'est quoi? C'est le lobby du casque? et qui n'ont pas forcément l'intérêt ni de la sécurité sociale ni du patient. Du masque, ouais. Hallucinant. C'est De sûr. quoi? Je me demandais s'il y avait des lobbies, s'ils se battaient contre des lobbies de fait en Ah, se vous disant. pouvez peut-être lui poser la question au Ouais. micro. On a le droit. Ouais, Ah oui, pourquoi? Non, mais c'est sûr. On dit mais- tout ici. Non, ça c'est une, Ah non, mais ça une paraît vraie tellement problématique. logique en fait de se dire. Ça dérange un petit peu, c'est sûr. Ah bah, ça va déranger beaucoup, ouais. Ça va dans le sens des patients, ça va dans le sens de la sécurité sociale, C'est ça. mais voilà, ça va pas dans le sens des solutions qui sont déjà installées. Et voilà, après, c'est tout le sujet, quoi. C'est pour bon, ça que acheter. c'est pas évident. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des études cliniques qui soient extrêmement robustes, travailler avec des médecins qui sont reconnus, des professeurs au niveau international, etc. Mais Oui. normalement, quand on dort, Mhm. la bouche fermée, Ouais. Bah, Je quand on dort sais la bouche pas. fermée, la langue elle peut quand même basculer. On ne sait pas si on dort la bouche fermée quand tu En dors. fait, ce qu'il faut- Si ça se trouve, on ouvre la bouche quand même, Oui, à un moment déjà, donné. il y a ça peut être. Voilà, mais même quand on Tu dort ne la dois bouche pas fermée, dormir. ce qu'il faut se représenter, c'est que le volume de la langue, c'est pas. Le volume de la langue, quand on tire la langue, c'est un tiers du volume. Le reste, Oui, c'est il là. est à ce Mhm. niveau-là, il est calé là. Et c'est elle qui va bloquer derrière, d'autant plus quand on dort sur le dos. Et ça peut se faire dans toutes les Mhm. positions. En fait, ça vient simplement s'affaisser. On va retourner au micro là, Philippe. ouais, C'est You Say, c'est ça le titre? ouais, c'est ça. Et attends, juste après le refrain là. Ouais, attends. Attention. Nous voici de retour après Lorraine Daigle, You Say, au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Catherine Testa pour le Club de l'Optimisme et de Thibaut Vincent, cofondateur d'Oniris, pour les gouttières anti-ronflement, une orthèse comme on dit, anti-ronflement ou anti-apnée. Et c'est de ça dont on parlait parce que Thibaut va nous expliquer tout ça à nouveau. Vous avez créé ces produits car beaucoup de gens, bien sûr, ronflent ou font de l'apnée du sommeil, mais surtout, la langue, en fait, la partie la plus importante de la langue, elle se situe dans la gorge, on la voit pas en fait. C'est ça, exactement, quand on tire la langue. Et c'est en ça fait, qui bloque un tiers, le c'est larynx pas- quand on dort. Exactement, tout à fait. Parce que la langue tombe en arrière. Tombe en arrière, les tissus en fait s'affaissent, parce que tout simplement on dort donc on se détend, c'est des muscles, hein, donc ils se détendent, ils s'affaissent. Ça va être d'autant plus le cas s'il y a de la graisse par exemple, donc le surpoids qui va infiltrer ces tissus-là, ou avec l'âge parce qu'on perd en tonicité. Et donc voilà, c'est ça qui se passe mécaniquement parce que les 2 tiers du volume de la langue sont positionnés vraiment à l'arrière au niveau de la gorge et on ne les voit pas. Voilà, donc vous nous disiez avant la pause musicale que pour 69 € maintenant, vous avez réussi à industrialiser C'est ça. cette prothèse anti-ronflement Mhm. qu'on peut trouver facile, enfin j'espère facilement, ça vous allez nous le dire. Alors comment ça marche cette prothèse, puisque vous dites que ça, il faut qu'on fasse l'empreinte soi-même. Oui, alors il y a les deux possibilités. Soit vous allez chez un dentiste, soit vous le faites à domicile.
L'idée, c'est que simplement, quand vous avez une... Donc on reçoit une boîte. Voilà, vous recevez une boîte, vous achetez une boîte. Dedans, vous avez plusieurs tailles de gouttières qui sont vierges, dans lesquelles il n'y a pas d'empreinte. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est simplement faire chauffer de l'eau. Vous prenez une bouilloire. Lorsque l'eau arrive à ébullition, vous mettez les gouttières dans l'eau, vous attendez 2 minutes. Au bout des 2 minutes, vous sortez les gouttières de l'eau, vous attendez une vingtaine de secondes, ça va refroidir pour ne pas se brûler, et ensuite vous venez introduire les gouttières en bouche et vous mordez dessus comme si vous croquiez dans une pomme, tout simplement. Vous serrez 3 Un peu secondes, fort. voilà, et ensuite vous attendez 1 minute à peu près que le matériau reprenne sa forme solide, et vous obtenez des empreintes qui sont aussi précises que les silicones dentaires qu'utilisent nos dentistes. C'est de la silicone C'est pas un silicone, parce qu'il y a des allergies au silicone, c'est pareil, c'est un thermoplastique de grade médical évidemment, USP6, voilà, qui a la propriété aussi d'être réadaptable. On peut reprendre les empreintes plusieurs fois. Ah, donc on peut le remettre dans l'eau chaude parce que C'est si ça. ça s'est un peu usé. C'est ça, ou si je l'ai mis C'est à ça. l'envers par exemple, je l'ai fait chez moi, j'ai pas fait attention, j'ai pas lu la notice, je l'ai fait trop vite, bah, c'est pas grave, on le remet dans l'eau, on le reprend. Voilà. Si par exemple aussi j'ai fait des soins dentaires, mon empreinte elle a changé, donc j'arrive plus à rentrer dans ma gouttière, c'est normal, je le remets dans l'eau chaude. Alors qu'avec une orthèse sur mesure, quand c'est fait, Alors, on va pas pour industrialiser ce produit formidable qu'on peut trouver pour 69 €, Ouais. où avez-vous été fabriqué, où est fabriqué ce produit? Alors, c'est fabriqué en France. On a déposé plusieurs brevets. Il y a de l'innovation pour réussir à faire de manière industrielle ce qu'on faisait avant que de manière sur mesure. Et du coup, on a, nous, développé des moules de fabrication. Et ces moules-là sont mis en œuvre par un industriel spécialisé dans l'injection des dispositifs médicaux, qui travaille pour toute l'industrie, donc qui sont l'ensemble de la France. Voilà, donc on est sur effectivement du Made in France, et c'est pas si fréquent dans le domaine de l'apnée du sommeil quand on regarde, mais en fait la majorité des acteurs Bien sont sûr. des anglo-saxons. Alors, quel va être votre modèle de développement pour faire connaître Ces dispositifs. bah oui, parce que c'est quand même très intéressant pour Ouais. beaucoup de monde. Tout à fait. J'ai dit les chiffres tout à l'heure, Ouais. il y a au moins 3 à 4 millions de personnes qui sont tout de suite intéressées. Oui, tout de suite, c'est sûr. En fait, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, et nous, on travaille, en fait, on essaie de s'attaquer à la problématique de santé publique dans sa globalité. Donc, on s'adresse aux patients en direct via le site internet, par exemple, s'ils recherchent l'apnée du sommeil, c'est quoi, etc. On peut commander donc sur votre site internet, on va rappeler l'adresse. Voilà, donc c'est oniris-ronflement.fr. Donc là, ils vont avoir des informations, etc., y compris pour le dépistage, au travers des pharmacies. Les pharmaciens aussi sont formés, et on leur fournit des questionnaires de dépistage aussi, et ils peuvent délivrer le dispositif. Et puis, on s'adresse évidemment aux chirurgiens dentistes, aux ORL, et puis à tous les médecins qui pratiquent des enregistrements de sommeil, et qui sont à même du coup de conseiller ces orthèses. Et donc ça peut être des médecins généralistes, des pneumologues, etc. Voilà. Et puis on communique, on essaye de communiquer au travers d'émissions comme la vôtre, et je vous remercie à nouveau de m'avoir invité, parce que je pense qu'il y a, C'est il y a avec une plaisir, en méconnaissance. plus, c'est formidable Il y comme a une invention. méconnaissance sur le sujet. Souvent on sait ce que c'est que la machine, on pense à la chirurgie ORL, des choses comme ça. Oui, parce qu'on pense aux masques, aux fameux masques dont on a brièvement parlé, mais Voilà. là c'est une sacrée, C'est ça fait un peur. sacré appareil, ça fait peur en fait. Voilà, du coup, nous on estime qu'il y a beaucoup de patients qui ne vont pas consulter parce qu'ils savent qu'ils font de l'apnée du sommeil, mais ils n'ont absolument pas envie qu'on leur propose ça. Et en fait, il faut leur dire non, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus simples, plus accessibles, beaucoup plus confortables, et tout aussi reconnues par les autorités de santé. Est-ce qu'au niveau marketing, vous allez utiliser les nouveaux outils digitaux qu'on peut trouver actuellement sur le marché? Est-ce que vous allez faire de la publicité, par exemple, sur des réseaux sociaux, sur des jeux qu'on a sur ces appareils qui arrivent comme ça, quelquefois quand on joue à des jeux? Est-ce que vous allez utiliser ce type de pub? Nous, on tient quand même à garder une image assez médicale, tout simplement parce que le marché du ronflement, il est inondé de gadgets qui ne fonctionnent pas, ou très peu, sans crédibilité. Et donc pour nous, c'est important quand même de pas repartir complètement dans la blague, le gadget, etc. Parce qu'on on a une crédibilité médicale, on a des vraies études derrière. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'on est sur des dispositifs médicaux.
Et donc la publicité dans le cadre de dispositifs médicaux, elle est assez réglementée et on ne peut pas avoir une page Facebook, par exemple, avec des likes qui pourraient être assimilés à des attestations de guérison, des choses comme ça. Donc on essaye d'être à la fois de respecter le droit et de rester fidèle à nos valeurs de crédibilité, de sérieux médical. 2 produits, une Oniris Pro et Tali, c'est le nom du produit. De la sur-mesure. De la sur-mesure, donc, il y a voilà. l'orthèse Oniris qui, elle, est en vente libre en pharmacie Et sur industrialisée, Internet. voilà. Industrialisée. Vente en pharmacie Voilà, il y ou a sur l'orthèse- Internet. Voilà, il y a l'orthèse sur-mesure Tali qui, elle, n'est accessible qu'au travers d'une consultation chez un chirurgien dentiste. Et entre les deux, on a l'orthèse Oniris Pro qui, elle, est aussi thermoformée, donc comme Oniris, très simple, mais qui permet aux patients qui le souhaitent d'être accompagnés par un chirurgien dentiste. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a obtenu effectivement la validation de la Haute Autorité de Santé, avec une prise en charge, un remboursement possible pour les patients qui sont les plus sévères, qui font Voilà, le plus qui doivent d'apnée. se faire Voilà. accompagner. Exactement. Catherine Testa a envie de vous poser 2 questions. Alors Catherine, c'est à vous. Alors, vous avez répondu à une, mais ça semble aller dans le sens, in fine, de la sécurité sociale, du patient, Oui. du Made in France en plus. Est-ce que vous battez, alors je ne sais pas comment on dit, mais contre des lobbies, par exemple, celui du gros masque là qu'on se met, est-ce que ça va être facilement exploitable en fait par tout le monde? La guerre commerciale n'est c'est jamais une très bonne facile, je question. pense. Non, c'est une très bonne question. Ça va et- être tellement facile et logique en fait. Ouais, et c'est pour ça que ça peut faire peur à certains acteurs. Du lobby dans la santé, il y en a comme dans tous les domaines. Clairement, nos solutions sont innovantes et font bouger les lignes. Et donc, ça suscite des résistances. On parlait de la machine. La machine, c'est un bon business. Aujourd'hui, il y a 1 million de patients qui sont traités. C'est une branche pour la sécurité sociale à 1 milliard d'euros. Donc, ça Donc, ça peut faire redistribue de des l'argent. économies énormes pour la Assez- sécurité sociale. En fait. Exactement. Et ça fait du chiffre d'affaires pour certains laboratoires qui n'ont pas envie de voir des solutions comme ça alternatives se développer. Et c'est pour ça que, alors, on a quand même des autorités de santé qui ont bien pris conscience du problème, ne serait-ce que parce qu'ils voient les coûts s'envoler de 10 ou 15% par an, et donc qui sont très favorables au développement des orthèses, mais on peut aller encore beaucoup plus loin par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Et puis c'est pour ça aussi que le lobbying passe aussi beaucoup par la répétition de messages qui ne sont pas forcément très étayés, des idées, et à force de les répéter, elles finissent par pénétrer. Et nous, on n'a pas forcément la puissance financière de répéter les messages autant que ces lobbyistes, parce qu'on est une petite société française. Donc on a fait le choix, nous, vraiment d'axer sur la preuve. En médecine, on peut dire ce qu'on veut. Pour nous, ce qui compte, et pour les médecins avec lesquels on travaille, et pour les autorités de santé, c'est des preuves cliniques. Ça, c'est la base. Et on a réalisé des études qui sont les plus robustes, y compris à l'international. Il n'y a pas d'équivalent qui tranche le sujet, qui montre que oui, c'est efficace, que oui, c'est bien toléré. Donc vous avez déjà développé des brevets à l'étranger pour aller pouvoir exporter. Oui, tout à fait. L'export, vous y pensez? On y pense. On a déposé plusieurs brevets dans différents pays. On est distribué aussi déjà dans certains pays. On est en passe d'être distribué dans d'autres. Donc voilà, et c'est un peu partout, évidemment en Europe, dans les pays limitrophes, mais ça va jusqu'à la Colombie. Et à la limite, la problématique de santé de l'apnée du sommeil est aussi importante dans tous les pays développés, mais elle l'est encore plus dans les pays qui le sont un peu moins, parce que leurs systèmes de santé sont moins généreux. Donc les patients n'ont pas accès à des remboursements, y compris les patients sévères. Donc tout est à leur charge. Et nous, avec une solution beaucoup plus économique, forcément, on permet à ces patients d'accéder à un traitement. On lutte, ça c'est vraiment une de nos valeurs aussi, de lutter contre un peu l'inégalité d'accès aux soins. Voilà, c'est une injustice et voilà, quels que soient nos moyens, on doit pouvoir être traité efficacement et on tâche d'avancer là-dessus. Alors Thibaut Vincent, à venir, une application bientôt, c'est ça? Oui, alors ça c'est dans l'objectif, c'est de faire davantage de dépistage. Je disais, le dépistage, il y a beaucoup de patients qui ne s'en rendent pas compte et avec un petit questionnaire, on peut le faire. On peut aller plus loin en enregistrant son sommeil. On peut non seulement enregistrer les ronflements,
mais également détecter des événements respiratoires. Alors ça sera évidemment jamais aussi précis qu'un examen diagnostique, le but c'est pas ça, c'est pas de remplacer le diagnostic, mais c'est de vraiment attirer l'attention des personnes. Alors ça peut être le conjoint qui, même sans le dire, va lancer l'application, et voilà, pour apporter la preuve effectivement qu'il y a un risque, il y a un sujet, et qu'il faut aller consulter. Qu'il faut aller consulter. Alors ça, c'est pour quand? Pour 2020? Oui, je pense que là on est assez, on finalise, elle est déjà aboutie, on fait encore quelques tests, mais voilà. Ça permet aussi, une fois la mise en place du traitement, de vérifier l'efficacité, parce que je l'abordais rapidement tout à l'heure, mais il y a un réglage possible et nécessaire de l'avancée. Pour un patient, il va peut-être avoir une efficacité à 2 mm d'avancée, pour un autre à 3 ou à 4. Donc leurs thèses, évidemment, elles sont livrées avec différentes réglettes, c'est très simple à faire, mais pour aider aussi les patients Oui, certains à ne peuvent pas le faire tout seuls. exactement quel est le bon réglage, l'appli pourrait être là pour dire, ben voilà, là on est mieux que... Alors, dernière question, Thibaut Vincent, pour vous développer, quels sont vos besoins actuellement? Pour nous développer, il y a des besoins financiers. On arrive à se développer, hein, on est sur des taux de croissance qui sont vraiment importants. On doit être à 60% par rapport à l'année dernière cette année. Mais plus on a de moyens, plus on peut se développer vite. Et c'est vrai qu'on anticipe que quand on a une longueur d'avance en termes d'innovation, on ne l'aura pas forcément pendant 20 ans. Et donc c'est important d'en profiter et augmenter. Donc voilà, donc ça c'est clairement un besoin. Je pense à un besoin aussi toujours des autorités de santé pour qu'elles agissent. Alors c'est peut-être contre le lobbying, mais c'est dans l'intérêt de sensibiliser les médecins voilà, sur les données cliniques, etc. Et de relayer cette communication auprès des professionnels de santé qui prescrivent encore soit parfois le masque, soit aucun traitement. Alors qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. On se dit, maintenant, c'est plus possible, et là-dessus, on a besoin d'aide. Mais les autorités de santé, elles font des choses. Mais vous n'ouvrez pas le capital, vous ne cherchez pas des fonds, vous n'ouvrez pas le capital à des gens qui voudraient investir pour vous aider à vous développer? Si. Ils sont les bienvenus. Donc on fait un appel? Oui, tout à fait. Ils sont bien sûr les bienvenus, et on est ouvert là-dessus, hein, parce qu'on a des besoins. Alors on a des besoins surtout pour développer notre présence à l'étranger, etc., la commercialisation. Mais on a aussi des projets qu'on a prévus d'autofinancer, mais bon, ça peut nous faire gagner du temps, d'amélioration de dispositifs, voilà, d'études cliniques sur d'autres indications, etc. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces gouttières, comme je dis, au lieu de dire le mot orthèse, c'est pour que tout le monde comprenne, ces gouttières anti-ronflement et anti-apnée, eh bien, allez sur le site oniris.fr. Donc, oniris-ronflement.fr. oniris-ronflement.fr, eh bien, ça vous aidera beaucoup. Et au moins, vous pouvez faire déjà un premier test. Merci beaucoup, Thibaut Vincent, de votre venue aujourd'hui à ce micro. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et après, on va changer de sujet. Mais pour l'ouverture du capital, il faudrait que vous allez vous lancer via une plateforme. Ouais, on a fait une augmentation de capital là. On a fait plusieurs augmentations de capital. Hein. On en a fait une encore qui s'est finalisée en mai. Voilà. Donc c'est bien. Mais... Vous le faites en direct ou c'est par une plateforme? Non, pour l'instant, on le fait en direct avec nos actionnaire, mais c'est des actionnaires comme vous et moi. Oui. Ils ont réussi, ils ont anciens dirigeants de boîte, ou médecins, voilà, radiologues qui a des fonds. Après, c'est vrai que longtemps, on a eu l'avantage d'avoir des dispositifs pour eux de défiscalisation. En investissant dans des sociétés, etc., ils pouvaient défiscaliser 40-50%. Ça a été supprimé par de nouvelles lois. Par Emmanuel Macron, soi-disant pour que ce soit mieux fléché pour les entreprises, mais pour nous c'est clairement contre-productif. Et donc là, on lance effectivement des pistes pour ouvrir à des financeurs plus classiques. J'ai reçu deux plateformes comme ça qui font ça. Ouais. C'est super leur truc. Je vous dirai les noms après. D'accord. Enfin, ça me revient, l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait,
C'est-à-dire qu'ils ouvrent, par exemple, pendant un mois, je dis n'importe quoi, hein, Ouais. le fait qu'on puisse investir, mais à des montants comme 50 euros, 100 euros, Ouais, plateforme participative. mais voilà, mais Ouais. il faut se dépêcher souvent. Hein. Ouais. Ils sont très spécialisés sur l'industrie, justement. D'accord. Ça, Ok. ça peut être bien pour vous. Et ils arrivent à générer des levées de. Parce que vous, c'est En combien? moyenne, c'est combien? Ah, je sais pas. Il y a Bah, tout. nous, ça peut. Enfin, nous, je veux Il y a dire, tout. si on nous donne 2-3 millions d'euros, on saura comment les utiliser, hein, clairement. Hein. Vous êtes Euh, combien aujourd'hui? Là, on est 6 et on a 2 recrutements en cours. Ouais. On s'appuie beaucoup sur des partenaires. Mais Ouais, sinon, normal. bah oui, mais maintenant que vous êtes prêts, il va Ouais. falloir aller pitcher auprès des grands fonds que j'ai cités, là, par exemple. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui sont spécialisés dans la santé. Dans la santé, ouais. Mais ils ont une grille de l'équipe, en fait. Vous avez tout le groupe de start-up de Général de Santé, hein. Ramsay, le groupe Ramsay Ouais. Général de Santé, vous devez aller les voir. Je les ai reçus Mais ici. c'est vrai que je me rends compte que ça prend. Ça ferait enfin, gagner Ah, du temps. ça C'est prend un du temps. Bah temps, oui. en fait. Et, Allez, on y retourne. Et on n'en prend pas suffisamment pour ça. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours avec Thibaut Vincent, cofondateur d'Oneris pour les produits, les gouttières anti-ronflement et anti-apnée. Et puis aussi en compagnie de Catherine Testa, cofondatrice du Club de l'Optimisme. Alors on va parler optimisme aujourd'hui. Alors Catherine Testa, avant qu'on démarre sur l'optimisme, en fait vous êtes une pro de la radio, vous, puisque vous collaborez régulièrement avec l'émission La France bouge le midi. Entre 12h et 14h, vous faites du coaching. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et comment c'est venu cette idée de lancer votre société qui s'appelle le Club de l'Optimisme. Alors, ce que je fais sur Europe 1, c'est ça d'abord. À la base, il y a une émission qui est entre 12 et 14 heures qui est animée par Raphaël Duchemin qui vise à mettre en avant des initiatives positives. Un peu ce que vous faites aussi tous les Au bar de matins, vous, l'économie, oui. voilà, au bar de l'économie. Moi, c'est un peu moins régulier, mais on est une petite troupe de coachs. Ça va être le fondateur de Blablacar, le fondateur du Slip français. On est là un jour toutes les 2-3 semaines à peu près pour justement un peu challenger toutes ces initiatives positives, Made in France. Du coup, c'est pour ça ça m'évoque beaucoup de choses quand vous parlez d'Oniris en l'occurrence. Comment ça m'est venu? Moi, je suis une ancienne du développement durable et de l'innovation. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le développement durable à un moment donné où on me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. Voilà. En fait, c'était votre passion au départ, le développement durable et l'environnement. C'était pas, je sais pas si on peut dire une passion, mais c'était du bon sens. En fait, je me disais, j'étais pas forcément écolo, mais je me disais, il faut aujourd'hui qu'on pense un peu plus global, en fait, qu'une entreprise soit prise dans son territoire, en l'occurrence, et dans son économie et dans du Made in France, etc., etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout branché. On n'était pas encore dans cette vague un peu écolo, etc., etc. Et ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui était, justement, vous en parliez juste avant, digital, marketing et autres. Et je me disais, c'est rigolo, il y a une sorte d'opposition, allez sauver la planète, mais hyper consommer, faites un peu n'importe quoi. Et je me disais, mais on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui. Et de là, j'avais deux choix, soit je partais vers des théories très collapsologues, des théories Vous allez collapsologues. expliquer ce que c'est que la collapse. C'est tout ce qui est théorie de l'effondrement. En se disant, si on tire les scénarios de ce qu'il est en train de se placer avec la planète, avec l'économie, etc. C'est vrai que sur les réseaux, on voit plein de choses négatives, complètement fausses, Ah, mais des exactement. théories fausses. Exactement. Ceci étant dit, il y a toujours deux choix. Soit on se dit, ok, moi je vais essayer de contribuer et de faire ma part. Soit on se dit, de toute façon, perdu pour perdu, moi aussi je continue à faire n'importe quoi. Et ayant beaucoup vécu aux États-Unis, j'avais vraiment cette envie de dire aux gens, mais allez-y, en fait, on est tous responsables de la société qu'on est en train de créer. Souvent, on blâme la société, mais on est la société. Mais est-ce que c'est notre éducation, justement, qui est purement française, qui nous pousse en ce sens, peut-être, qu'il faut combattre? Oui, alors oui, il y a le concept de l'éducation parce que on est aussi un peuple de philosophes. Vous voyez, quand vous allez à un dîner mondain, on va vous parler des crises écologiques, démographiques, sociales, sociétales, environnementales, et j'en passe. Et quand vous vous demandez, alors, c'est quoi? Toi, tu fais quoi? Ah non, de toute façon, perdu pour perdu, il n'y a rien qui va, donc je fais rien. Et ça, c'est très français, et avec une sorte d'aversion aussi, on en parle souvent, j'imagine que vous en parlez aussi souvent dans le bar de l'économie, une aversion à l'échec. Du coup, on essaie même pas de faire tellement on a peur de se planter parce que notre système éducatif nous a pas appris en fait à nous planter, on nous a appris à faire des mathématiques.
Enfin, hein, je Non, dirais. c'est-à-dire qu'on récompense les meilleurs, et dès qu'on fait des fautes dans nos C'est copies, ça. on nous sanctionne. Exactement. Et on récompense aussi la norme, en fait. C'est-à-dire qu'on récompense le fait de savoir rebalancer quelque chose qu'on vous a appris. La France, c'est les champions de la norme, de toute Ah, façon. exactement. Mais c'est ça qui fait qu'on rate plein d'innovations aussi. Parce qu'il y a plein de bonnes idées, en fait, Qui émergent. qui émergent, mais derrière, il faut la mettre en application, cette idée d'une gouttière qui va disrupter un marché, en fait. Et je me disais, moi, mon envie, c'est de dire aux gens, mais vous avez les capacités d'inventer pour créer la société de demain. Par contre, il faut de l'optimisme pour oser, en fait. Mais alors, vous n'étiez pas vraiment entrepreneur au départ, finalement? Alors, absolument pas. Moi, je dis très souvent que j'étais faite pour tout, sauf pour monter une entreprise. Je ne suis pas diplômée d'école de commerce. Moi, je suis diplômée à la base en physique-chimie, en physique quantique. Donc, autant vous dire qu'on est très très loin du sujet de l'entrepreneuriat. Mais quand on a une bonne idée, à un moment donné, vous aviez une famille qui arrivait à se compléter avec du droit. Vous parlez de Thibaut Vincent. Voilà, de ouais. Thibaut, pardon, qui avait une famille qui se complétait. Moi, au démarrage, j'étais toute seule et je me suis dit, j'ai une idée. J'attendais que d'autres le fassent, en fait, de se dire qu'il fallait redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme, en fait, dans une France très anxiogène. Et comme d'autres le faisaient pas, je me suis dit, ok, je vais y aller. Et en fait, c'est pas si compliqué. Moi, j'ai une phobie administrative, je déteste tout ça. Par contre, quand vous y allez pas à pas, finalement, c'est faisable, en fait. C'est pour ça que je prône beaucoup l'optimisme en se disant, essayez, parce que vous allez voir, finalement, tout se met en place. Enfin, j'imagine que c'est la même chose quand vous avez monté Oniris. Au fil de l'eau, tout se met en place. En fait, il faut aller vite tout en étant patient et faire les choses petit à petit. Faut de la résilience, en fait. Faut de la résilience et oser se dire, ça, je ne sais pas faire, mais je vais réussir à trouver dans mon écosystème quelqu'un qui va m'aider à savoir faire. Parce que l'optimisme aussi, ça passe par ça, par se dire, j'ai pas toutes les solutions. Par contre, à un moment donné, la société n'est pas si mauvaise. Donc, je vais toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider parce qu'il va pouvoir me donner un coup de main, parce qu'il y a des radios qui mettent aussi en avant les solutions, etc. In fine, à un moment donné, quand on se lance, ça s'aligne. Les planètes s'alignent, comme on dit. Exactement. Alors, votre start-up, puisqu'on peut le dire comme ça, vous l'avez fondée en 2016. Et là, le 19 septembre dernier, vous avez lancé le Club de l'Optimisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 19 septembre? Alors, c'était notre événement de lancement. En fait, à un moment donné, nous, on a beaucoup travaillé sur le digital. En fait, in fine, à un moment donné, moi, je suis devenue une influenceuse sur LinkedIn. Il y a évidemment, il y a Europe 1, on est suivi par 1 million de personnes. Mais à un moment donné, on s'est dit que la prochaine étape, c'était de donner aux gens les clés, en fait, factuellement, pour oser parfois changer de job. Voilà. Mais parfois, c'est dans sa vie perso. Parfois, c'est tout simplement changer de mari. Non, mais c'est un peu pessimiste de le dire comme ça, mais c'est juste oser, en fait, réussir à s'aligner avec ses envies et essayer de se lancer dans ce projet associatif qu'on a envie de lancer mais qu'on met de côté, dans un nouveau boulot, essayer de changer les choses dans son propre job. Et on se rendait compte qu'il manquait de liens, en fait, et que les gens avaient envie d'expérimenter et de trouver des petits trucs pour être plus optimistes au quotidien, parce que c'est pas évident. Alors 150 personnes environ sont venues à votre optimisme party. Exactement. On peut dire. Oui, c'est ça. Mais donc du coup, qu'est-ce que vous proposez? Quel est le principe? C'est quoi votre start-up? Alors il y a plusieurs choses. Il y a un média, etc., etc. Mais ça c'est autre chose. Mais en fait, on s'est dit qu'il y avait des clubs de sport. Vous savez, on va chaque semaine faire du sport pour entretenir son corps. Et on disait, mais c'est curieux, il n'y a pas de club où on va entretenir son moral. Vous voyez? Et là, on s'est dit, on va prendre exactement un peu la même composante, parce qu'il n'y a pas que le yoga dans la vie. Moi, je dis toujours, tout le monde va faire du yoga pour aller bien, mais non, il n'y a pas que ça. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir appris à pitcher, à parler en public, il faut avoir rencontré d'autres gens qui vont vous aider à y aller, etc., etc. Du coup, c'est un peu comme un club de sport. On organise 2 à 3 fois par mois des événements, ça va être de l'impro, ça va être parfois de la sophro, etc., qui ensemble vont permettre une sorte de parcours qui, à la fin de l'année, on l'espère bien, vont redonner aux gens le courage, en fait, d'aller agir et d'aller créer ce dont ils ont besoin. Catherine Testa, je vous propose une nouvelle pause musicale et puis ensuite vous allez nous expliquer en détail, vous allez nous donner quelques exemples de rencontres ou de découvertes qu'on peut faire grâce à vos programmes. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'on va aux États-Unis, on sent que l'optimisme
il fait partie intégrante de... Voilà. Oui, mais Ils nous, sont on est... habitués. Oui, mais Et d'un nous, autre côté, je suis nous, on a désolé, le mais quand- défaut, on critique tout. C'est ça. Voilà. Mais voir la critique, ça peut être bien. Elle est constructive en Elle fait. est constructive parce qu'on dit, bah tiens, ça va pas. Mais C'est il ça. faut pas s'arrêter là. Il faut dire, bah, C'est ça. comment on fait? C'est ça. Et là, il faut être optimiste, il faut être parce que Résilient. exactement résilient parce qu'on s'en prend. Bien sûr. On va essayer d'abattre la cloison, on n'y arrive pas la première fois, on va trouver de l'aide à côté, Bien il ne faut sûr. pas lâcher, et puis après on y arrive. Et en fait, on se rend compte que bah, petit à petit, au début, c'est ça, on fait des petits pas, C'est ça. mais c'est une petite victoire, on prend confiance, C'est ça ça. renforce l'optimisme et la résilience quelque part, il ne faut pas C'est lâcher. ça. Quoi. C'est ça. Et Et l'entourage ça, est hyper important là-dedans, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous vous extrayez d'un ancien milieu salarié, par exemple, pour aller passer dans un milieu entrepreneur, tout votre ancien milieu ne comprend pas ce que vous faites. Et vous dites, mais t'es trop, c'est casse-gueule ce que tu es en train de faire, etc. C'est ce qu'on vous a dit, vous? Tout le monde. Tous les entrepreneurs, Là, pourquoi je suis épatée par le fait que vous faisiez de la physique quantique et vous passez à autre chose. Mais en fait, on est dans une société où il y a ce qu'on appelle les MOOC sur Internet. Tout le monde peut tout apprendre en fait aujourd'hui à partir du moment où on ne se met pas de limite en fait. Voilà, c'est ça que j'essaie moi d'expliquer aux gens, c'est que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Mais les gens ne se donnent pas les moyens en fait. Parce que On ronronne dans son quotidien. ouais, mais les gens sont malheureux. C'est ça la conséquence indirecte, c'est que les gens ils ont des bonnes idées qu'ils ont mis de côté et du coup ils sont pas dans leur ils sont malheureux, ils en crèvent. Enfin, faut vraiment dire ce qu'il y a aujourd'hui. On est dans une société Après, c'est vrai qu'on sent qu'en France, il y a quand même un potentiel hyper Bien sûr. important. bien sûr. Parce qu'on a quand même beaucoup de startups. Là, j'entendais qu'effectivement, il y avait quand même des levées de fonds qui étaient beaucoup Ah, plus bien importantes, sûr. qu'on arrivait au top On 1 arrive à ou trouver 2, des fonds, hein, de toute façon. au bien niveau, sûr. mais parce que les levées de fonds, parce que derrière, on a des qualités d'entrepreneurs, etc. Bien sûr. Et On est sans bien aller formé. chercher dans les startups, voilà, avec des levées de fonds de fous, mais des auto-entrepreneurs, Bien sûr. ça commence comme ça. Bien Et sûr. il y a eu, il y a eu une explosion aussi Ah, mais bien sûr. ces dernières années, même si Mais c'est- pareil, l'État le contenant. Donc, il y a un potentiel, mais c'est vrai qu'une majorité, on reste quand même dans une atmosphère un peu déceptive, C'est ça. alors qu'on se dit, ben C'est ça. non, il faut y aller quoi. Et en France, l'optimisme est confondu avec la naïveté. Vous voyez C'est un concept intéressant. Bah oui, c'est la caricature en fait. Oui, L'optimisme c'est vrai. est confondu avec sa caricature et on se dit mais Oui, tu n'y arriveras pas, tu te rends pas compte. tu te rends pas compte. Le nombre de personnes qui vous disent mais tu te rends pas compte. Et Et toi, toi, tu te rends compte, tu as l'expérience, tu l'as fait le chemin, et C'est- tu parles de ton c'est expérience ça, ou c'est d'un ça. a priori? Eh ben, c'est un a priori. c'est ça. Et puis plus on se lance, plus on rencontre des gens qui se sont lancés et du coup il y a un non-jugement. Parce que quand on s'est lancé dans un chemin entrepreneurial, putain, on sait ce que c'est. Ouais. Et du coup on va pas juger. En fait, on va pas juger que le mec se plante ou pas, on va juger le fait, t'as osé, vas-y, c'est cool. Quoi. Donc c'est pour ça, en fait, faut vraiment... Mais, et l'optimisme, c'est dans les entreprises, faire bouger une grande boîte. Parce qu'on est DRH et qu'on veut recruter différemment, parfois il faut de l'optimisme pour aller bousculer la norme établie dans le monde de l'entreprise. Du coup, l'optimisme, on en a besoin d'entrepreneurs, vie perso. Alors, j'étais un peu caricatural juste avant, mais c'est la réalité aussi. Les gens n'osent pas changer en se disant, bah ouais, mais si je change... Allez, on y retourne. C'est qui là? Nous voici de retour au bar de l'économie. Deux sujets aujourd'hui, les prothèses anti-ronflement, anti-apnée, et puis tout de suite l'optimisme avec Thibaut, Vincent et Catherine Testa. Catherine Testa, vous avez fondé le Club de l'optimisme en 2016. Quelles sont les demandes récurrentes des clients? Vous vous adressez à qui en priorité? C'est les entreprises ou bien c'est plutôt les particuliers? Alors nous, on travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise parce qu'on est dans un climat assez anxiogène dans beaucoup d'entreprises qui a besoin de se réinventer aussi parce que, disons ce qui est, le monde de l'entreprise va chercher aussi à recruter des talents. Et comme aujourd'hui, il y a aussi un peu cette explosion du monde entrepreneurial, tout d'un coup, vous allez parler avec des jeunes, alors pas avec toutes les catégories de jeunes, mais ils vont vous dire, moi je veux monter ma start-up dans 2 ans. Vous voyez, il y a plus cet ancien culte où je veux bosser dans la finance, dans un grand groupe, etc. etc. Du coup, les entreprises, elles ont elles-mêmes besoin de se renouveler pour donner envie à ceux qui vont créer leurs entreprises de demain et qui vont leur permettre d'innover aussi.
Parce que pour innover, il faut penser un peu hors moule. Il faut se dire, bon, là, il y a la norme, mais moi, je pense que demain, le monde de l'assurance, ça va être ça, le monde de l'industrie, ça va être ça, que voilà, ton business va être disrupté par un autre sujet. Et de fait, l'entreprise n'a pas le choix que d'essayer de regagner en optimisme, parce qu'autrefois, on arrivait à tirer des scénarios en se disant, dans 10 ans, on fait des prospectives à 10 ans. Aujourd'hui, il y a des innovations de rupture qui arrivent à peu près tous les ans. Des marchés sont balayés avec une start-up d'un geek qui a codé une application dans sa chambre. Et de fait, les entreprises, elles ont besoin de bouger. Donc l'entreprise fait aussi beaucoup appel à nous pour redonner un peu d'optimisme en fait aux équipes et pour essayer de faire penser un peu différemment. Est-ce que vous voyez la mission du DRH évoluer actuellement ? Alors, de plus en plus, tout simplement parce qu'autrefois, on recrutait quelqu'un pour sa capacité à connaître un domaine. Un savoir-faire. Voilà, avoir un savoir-faire. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous demande de plus en plus d'agilité, d'adaptabilité, et on va de plus en plus aller recruter les gens pour leur capacité à être. Donc finalement, vous croyez que les entreprises, elles osent est-ce qu'elles osent vraiment prendre quelqu'un qui ne correspond pas à leur moule ? On va dire qu'il y a quelques casse-cous qui se disent qu'il n'y a plus le choix pour demain que aller prendre des profils un peu à 360. Moi, j'aime bien citer souvent Émile Servan-Schreiber. Je ne sais pas si vous l'avez déjà accueilli sur ce plateau, mais qui est génial, qui explique que le QI d'un groupe est supérieur au QI le plus intelligent du groupe, en fait. De fait, un groupe est toujours plus intelligent qu'une personne, et le groupe est plus intelligent en fonction de la diversité des profils et en fonction du quotient émotionnel de chacun, donc de la capacité d'écoute des uns et des autres. Quand on sait ça, pour innover une entreprise, il ne faut pas qu'il y ait que des ingénieurs issus de la même école. Sinon, on invente la même chose entre soi. Donc, de fait, de plus en plus de DRH commencent à s'en rendre compte qu'il va aller falloir recruter des compétences, ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills. Ça commence à bouger, mais c'est très lent en fait, parce que ça demande on remet en question un peu des années d'éducation à apprendre à rebalancer un cours qu'on a appris par cœur aussi. Il faut oser dire les choses. Alors, au Club de l'Optimisme, votre entreprise, votre jeune entreprise, ça fonctionne, j'imagine, en honoraire ou en forfait à la mission, au cours desquels vous proposez des découvertes, des rencontres et du coaching. Alors, quel type de rencontres fait-on ? Alors, il y a les rencontres qu'on fait avec les professionnels qui vont former. Nous, on travaille beaucoup avec des experts qui travaillent déjà avec le monde de l'entreprise, qu'on a voulu sortir justement du monde de l'entreprise pour donner au grand public. Parce qu'on se disait, c'est un peu injuste que ce soit toujours ceux qui sont chouchoutés par leur DRH, qui aient accès à de la prise de parole en public, à de l'impro, etc., etc. Donc, on a voulu, on travaille avec, nous, on n'est qu'un facilitateur en soi. Un peu comme dans une salle de sport, il va y avoir des experts dans chaque domaine. Et on va travailler avec des sophrologues, avec des profs de yoga, effectivement, avec des coachs en improvisation, des coachs en confiance en soi, etc., des coachs en image, pour que les gens regagnent en fait en estime d'eux-mêmes et osent en fait aller faire ce pas qu'ils osent pas forcément faire depuis des années. En combien de jours est-ce qu'on peut arriver à justement se dépasser finalement ? On va dire que c'est un travail, parce que pour se dépasser, ça demande d'avoir regagné finalement en confiance en soi, mais ça demande aussi d'avoir rencontré d'autres gens qui ont confiance en vous. Parce que quand on ose essayer de changer de voie, créer quelque chose de différent, il faut des gens qui vous disent « Allez, vas-y, tu vas y arriver ». Enfin, tout entrepreneur qui s'est lancé, toute personne qui a changé de vie à un moment donné, se rend compte qu'il parfois il a fallu un peu mettre de côté son ancien réseau, son ancien entourage, parce qu'on lui disait « Non, mais c'est casse-gueule ce que tu es en train de faire, tu vas pas y arriver, mais tu te rends pas compte ». Vous savez, mais tu te rends pas compte, c'est un truc hyper français, tu te rends pas compte. Et de fait l'entourage, en fait, c'est un ensemble qui fait qu'on regagne confiance en soi et en ses propres capacités. Parce que parfois, disons ce qui est, à l'école, on avait un talent et on t'a dit non, savoir dessiner, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Fais-en un passe-temps. Alors justement, si on vient vous voir, comment ça se passe pour pouvoir... Alors déjà, il y a des sessions d'essai, évidemment. Vous pouvez venir pour ces soirées. Alors souvent, on organise ça en soirée ou en week-end. Déjà, quand on travaille avec le grand public et pas avec le monde de l'entreprise. Entre 18 et 20 heures, on va organiser des ateliers. Alors, vous pouvez venir à un atelier 1, 2 et les prendre à l'unité, ou alors vous pouvez utiliser un abonnement, en l'occurrence, et vous choisissez dans toutes les activités qu'on propose. On peut tout voir sur l'optimisme.com, il y a un planning. Tout est assez bien expliqué, oui. Voilà, il y a un planning et vous choisissez les activités qui vous correspondent. Nous, on aime bien l'histoire de l'abonnement parce que souvent, on ne s'accorde pas le temps à soi-même. C'est-à-dire, on est tellement pris dans notre quotidien
que les 2 heures qu'on voulait s'accorder pour nous, ça passe à la trappe parce qu'il faut qu'on cuisine pour le mari, pour la femme, etc., etc. Que le fait de prendre une sorte d'abonnement, vu qu'on l'a payé en amont, c'est une sorte d'engagement qu'on fait avec soi-même. Après, nous, on ne force pas du tout. Je veux dire, on peut prendre au ticket d'entrée. Par contre, on préconise ça pour s'accorder du temps à soi-même, pour essayer d'expérimenter des choses différentes aussi, parce que souvent, vous savez, en début d'année, on prend la carte pour le cours de je ne sais quoi, et puis au fil du temps, on se rend compte que il n'y a pas besoin que de ça pour regagner en optimisme. Alors le premier abonnement, le premier niveau d'abonnement, si je puis dire, ça coûte combien? Alors c'est 290 € pour toute l'année. Par contre, il y a des packs de 4-5 cours à 100 €. Voilà. Ou 25 à 30 € en fonction des professeurs qu'on fait venir par atelier. Et donc là, à chaque fois, on rencontre une personne, c'est différent, ça peut être d'une profession paramédicale ou un artiste ou exactement, nous on travaille. Un auteur, je sais pas. Exactement, par exemple, on a déjà travaillé, on a fait intervenir Laurent Gounel, on a fait intervenir des auteurs en psychologie positive, on fait intervenir aussi des youtubeurs de temps en temps, parce que là, ils vous donnent des idées aussi, parce que vous en parliez tout à l'heure, comment est-ce qu'on communique aujourd'hui quand on a envie de se lancer, quand on a envie de devenir, je sais pas, quel que soit un métier, une profession. Son objectif, de toute Voilà, façon. voilà, faut savoir communiquer, il faut se rendre compte aussi que c'est possible de démarrer from scratch. Nous, on croit beaucoup que les choses, elles changent par l'exemple et pas par la théorie. Du coup, mettre en face des gens qui ont fait et pas des théoriciens, ça a beaucoup de valeur parce que c'est non opposable, en fait. Et du coup, on travaille avec des youtubeurs, mais de temps en temps, ils ont 1 million de personnes qui les suivent. Donc, alors ça c'est pour le particulier. Oui. Et pour l'entreprise, comment on fait? Alors pour l'entreprise, nous on a 2 formats. On a un format, on a créé un think tank qui s'intéresse justement au bien-être des salariés d'un point de vue global. On a 250 entreprises adhérentes, mais ça va on a quasi la majorité des groupes du CAC 40. On pourrait croire qu'ils ne font rien et que c'est une thématique de start-up un peu branchée, mais pas du tout. Tout le monde est obligé de réfléchir aujourd'hui. Donc on a créé un think tank en fait, où 2 à 3 fois par mois on organise des rendez-vous sur comment améliorer l'onboarding des salariés, vous savez, ces arrivées de salariés, comment on accompagne aussi un salarié qui a envie de partir, comment on améliore la qualité de vie des salariés au quotidien, et on a un club d'entreprise en fait, où des DRH, des responsables d'innovation, des DG, ou alors des office managers, des responsables du bien-être, etc., nous rejoignent pour savoir tout ce qu'on va pouvoir proposer aux salariés pour faire en sorte de s'intéresser à lui, en fait, et ne pas seulement s'intéresser à sa productivité. Parce que demain, le salarié, il faut... De plus en plus, c'est un challenge, en fait, pour les entreprises de retenir le salarié. De le garder, exactement. Oui. C'est la grosse question du moment. Ah, mais c'est terrible, hein. Aujourd'hui, si les DRH nous écoutent, ils doivent... Alors Thibaut Vincent est subjugué, il a une petite question à vous poser, Thibaut. Je trouve ça assez génial. Et je me posais une question, est-ce qu'il y aurait des conseils pour... un travail à faire un petit peu tous les jours, une petite règle. Pour l'optimisme, ouais. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Oser l'optimisme aussi, justement, où j'avais divisé en 10 verbes. La règle, pour une des fondamentales, c'est qu'il faut se rappeler qu'en fin de journée, nos émotions, en fait, vont retenir que ce qui ne va pas. Naturellement, le soir, on rentre chez soi, on se rappelle du collègue qui vous a bousculé, du mari qui a oublié de vous dire pardon. Enfin, vous voyez, on se rappelle que de ce qui ne va pas. Du coup, un des premiers exercices, c'est de contrer ça et de chaque soir de se rappeler de ce qui s'est passé bien dans la journée. Mais c'est un petit truc, hein, c'est très connu en psychologie positive. Hein, pareil, ça a été démontré aux États-Unis, ce genre de choses. Mais c'est hyper important pour les enfants. Tout à l'heure, on parlait des enfants. À la fin de la journée, demander à son enfant, c'est quoi les 3 choses positives qui se sont passées aujourd'hui. En fait, ça permet de court-circuiter ce que notre cerveau, mécaniquement, ne va pas faire, en l'occurrence. Et en parlant des enfants, est-ce que vous avez lancé des choses par rapport à l'éducation? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs ou de personnes qui ont été dans l'entrepreneuriat qui interviennent à l'école, au collège ou autre. Alors, moi j'interviens je fais beaucoup de conférences en fait dans les entreprises, on en parlait tout à l'heure, mais du coup j'interviens régulièrement dans des écoles où c'est quand même, disons ce qui est des directeurs un peu décalés qui osent le faire parce que c'est pas dans le système éducatif. Il y a toutes ces vagues que vous devez connaître, toutes ces vagues Montessori, etc., qui sont déjà un peu plus sur le sujet. Après, évidemment, il y a des limites et ça dépend des écoles. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour notre innovation demain et pour notre société de demain à révolutionner dans le monde de l'éducation. Mais on n'y est pas du tout.
Parce que Vous n'avez pas de contact avec le alors, ministère si, on a des contacts, mais en fait, l'éducation, c'est quelque chose à grande échelle, à échelle nationale, et c'est la responsabilité. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, moi, on a des profs qui nous suivent évidemment. Il faut faire des ateliers à leurs enfants. Ils reprennent ce qu'ils voient sur notre site web pour essayer de flatter les enfants, mais ça reste des initiatives de professeurs qui se disent bon, à partir du moment où je ferme la salle de ma classe, je reste libre de ce que je peux faire. Et du coup, ils utilisent par exemple un prof d'anglais qui du coup va aller chercher des mots positifs pour que les gens se remercient en soi. En fait, c'est des initiatives qui restent toujours très personnelles, mais c'est la même chose dans le monde de l'entreprise. Ça va être quelqu'un qui va se dire, moi, il y a la norme qui est là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent et je vais essayer d'y aller. Et c'est eux qui montrent l'exemple finalement. Exactement, mais c'est tout bête. Enfin, de temps en temps, c'est des professeurs qui sur une table marquent à leurs élèves, tu vas y arriver. Vous savez, le petit coup de pouce que les parents n'ont pas donné parce que les parents disent attends, est-ce que t'as eu 15 mais pourquoi t'as pas eu 20 en fait, vous voyez. Et le professeur qui dit vas-y, tu vas y arriver. En fait, c'est tout un apprentissage parce que dans notre système normé, il y a encore des profs qui rendent les copies par ordre antichronologique. Enfin, je ne sais pas comment dire. Dans l'ordre du plus mauvais. Du plus mauvais au meilleur, mais c'est terrible parce que du coup ça fait des gens moi qui me disent mais moi je suis pas bon élève parce qu'il était atypique, parce qu'il avait d'autres capacités qu'on n'a pas valorisées étant gamin. Il y a des atypiques, il y en a plein, on est tous atypiques finalement. On est tous atypiques, mais il y a celui qui s'est su bon élève parce qu'il savait faire des maths à l'école et puis celui qui se dit moi je savais rien faire, je suis pas bon élève. Mais on me le dit à 45 ans en fait. Alors Catherine Testa, si une entreprise veut vous joindre, comment fait-on? L'optimisme.pro. .pro tout simplement. Voilà, .pro, tout est indiqué dessus, vous voyez tous les ateliers qu'on fait, toutes les solutions qu'on met en avant aussi, parce qu'il y a plein de solutions à mettre en avant dans le monde de l'entreprise, et toutes les informations sur l'optimisme.pro avec sa casquette professionnelle. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, Oser l'optimisme, on va rappeler la maison d'édition. Aux éditions Michel Lafon. Dites-nous un peu les quelques règles, on va dire. Est-ce qu'il y a une charte, j'allais dire, pour se lever le matin ou remercier. La gratitude, ça paraît un peu abscon de le dire, mais valoriser ce qui va bien. On ne sait pas le faire, notre culture française ne nous l'a pas appris, mais valoriser ce qui va bien. Donc le simple mot merci déjà, c'est déjà bien. Le mot merci, beaucoup. mais dire merci aux autres aussi, tout simplement. Deuxième chose, visualiser et penser que les choses sont possibles. Parce que si on ne rêve pas, on est dans une société où on a presque éteint nos rêves. En fait, de peur d'échouer, on n'ose même plus rêver. Pourtant, le rêve, c'est la base à la construction d'une société. Et moi, j'en ai marre de voir toutes ces dystopies, vous savez, tous ces scénarios catastrophes aujourd'hui même. Il faut dire qu'au niveau de l'info, on a beaucoup d'infos catastrophiques en ce moment. Mais pourquoi alors, c'est que souvent aussi dans de l'info, vous avez... On se dit, est-ce qu'on va surmonter tout ce qu'il y a à rénover dans notre pays, par exemple? On a toujours réussi à surmonter, en fait. Faut aussi se dire ça. Et l'information aujourd'hui, elle est tellement... Elle est mondialisée, elle est mondiale, ça arrive de partout, il y en a beaucoup. Exactement, et autrefois on ne connaissait que ce qui se passait dans son village. Maintenant on vous envoie plein d'informations, mais qui ne sont même pas de temps en temps des informations, de temps en temps c'est des faits divers. Je veux dire, vous regardez, la dernière fois j'avais en colère contre sa femme, il a mis le chat au micro-ondes, mais sur un site d'information, pas du buzz, sur un grand site d'actualité. Morte écrasée par une meule de foin. C'est des vrais exemples où il a coupé la jambe de sa femme dans l'Arzac, mais c'est du fait divers. C'est pas une information, mais du coup on va avoir cette vision de la société où rien ne va, alors qu'on vous a juste poussé du fait divers parce que vous avez cliqué dessus. Parce que c'est pas que la faute des médias aussi, il faut dire ce qui est. C'est de la faute à nous consommateurs, on va cliquer dessus. Et comme on clique dessus parce qu'on est un peu des mammifères, donc on est censé connaître les dangers potentiels, on va cliquer dessus. On est un peu voyeur. On se dit, bah cool, il y a pire ailleurs, on va cliquer dessus. Mais plus on clique dessus, plus on nous en propose. Vous voyez, c'est une sorte de serpent qui sort à la queue. Alors qu'il y a, vous voyez, ce que vous mettez en avant dans le bar de l'économie, vous mettez des initiatives qui vont de l'avant. Et il y en a plein, en fait. Oui, c'est très enrichissant et on apprend d'ailleurs tous les jours quelque chose. Merci d'ailleurs à vous deux pour votre présence en studio ce matin. Alors, la première règle, Catherine Testa, c'est de dire merci. Voilà. La seconde. De visualiser, se dire que tout est possible, de bien s'entourer, de faire attention à ce que les angoisses des autres ne déteignent pas sur vous, parce que l'entourage est très 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 important. Et en fin de journée, se rappeler de ce qui va bien. Si j'en avais 4 à dire, ça serait vraiment ces 4-là. Et ça nous permet d'oublier sur ceux sur lesquels on n'était pas content,
par exemple, soit dans les rapports personnels, soit dans les rapports professionnels. Voilà, l'enjeu c'est pas de le nier en fait, c'est pas de nier ce qui ne va pas, c'est de valoriser à juste titre aussi ce qui va bien. En fait, faut pas être dans le se focaliser que sur les points négatifs. Exactement, parce que mais notre nature nous incite à le faire en fait. Donc c'est un peu retravailler notre nature. Voilà, donc si vous voulez écouter les bons conseils de Catherine Testa, déjà achetez son livre, Osez l'optimisme, aux éditions Michel Lafon. Voilà, une petite... alors, quels sont vos besoins pour développer votre entreprise en tant que jeune start-up? Que les start-up. Je ne sais pas si une start-up, j'ai pas la vérité de grandir trop vite, faut quand même dire ce qui est. Mais tout simplement, aller relayer, partager. Le partage est essentiel dans notre société. Donc, allez partager, regardez et ne vous laissez pas... drivé par de la seule information anxiogène. Voilà de quoi passer un très bon week-end avec cette dernière émission de la semaine. On part sur l'optimisme et puis sur le fait que grâce aux gouttières d'Oniris, on va pouvoir régler ces problèmes de santé, notamment d'apnée du sommeil et de ronflement, et ce qui nous évitera d'ailleurs peut-être de l'hypertension, par exemple, ce qui est un des facteurs déclenchants. En tout cas, très belle journée à vous, très beau week-end. Moi, je vous retrouve dès le 7 octobre, car la semaine prochaine, il n'y a pas exceptionnellement de bar de l'économie. Bonne journée à tous, en compagnie de Christophe, tous les matins de 7h à 9h30 la semaine prochaine. Et ben voilà, on a très bien fini le week-end. Ouais. La semaine. C'est vraiment C'est vrai ? Ouais, c'est super. Trop bien. Alors, quand on est 4 ou 5, c'est sûr que vous avez moins la parole, mais du coup, là, je vous ai laissé parler. Bah oui, il y avait beaucoup pas... plus que précis, mais j'ai dit tant pis. Ah ok. On va y aller à fond. J'ai balancé la chronique. Tu l'as pas fait? Bonjour. C'est vrai? Bah, ça fait rien, on finit sur un bonjour, c'est très bien. C'est à qui ce sac là? Ah d'accord, je crois que c'est quelqu'un qui l'avait oublié d'hier, parce que hier... Ok. Allez, on va aller prendre notre petit café, faire le débriefing à côté. On retourne dans la cuisine. Mais du coup, Merci j'ai pas- Philippe. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ah bah moi, merci Philippe, on te disait. Ah, excusez-moi, j'avais cassé. Au revoir, Enfin, rentrez je bien. te disais, et ils ont suivi. Merci, à bientôt. Au revoir. Bah, moi, je dis toujours merci, moi, je sens. Bonjour. Une programmation riche en musique, culture, bien-être, actualité verdoisienne. De l'interactivité,